Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. En tout cas, je peux vous dire que les vraies voix sur Sud Radio s'hydratent un maximum. Elles ont tout ce qu'il faut pour cela. On a fait une bonne réserve d'eau, évidemment. Daniel Gilbert, oui, Philippe Bilger, le retour de Philippe David qui a pris un bon coup de soleil sur le coin des oreilles, si je puis dire, en Bretagne. Non, pas en Bretagne, en baie de Somme. Ah, vous étiez en baie de Somme? Oui. Ah. J'ai vu des phoques, c'était génial. Ah bon? Pourquoi vous en aviez jamais vu? Ben non, mais en liberté, non. Sortir. Alors, c'est vrai qu'une bête de Somme qui va dans la Somme pour regarder des phoques, faut quand même le faire. Et j'ai même fait un Somme. En plus. Ah bah oui. Voire plusieurs. Voire plusieurs. Oui. Mais un Somme... Non, normal, mais on a bien cuit. Coquin ou... Non, ça me ressemble pas. Non, c'est pas votre genre. Bon. Philippe Bon, Rossi. ça va vos situations On parle de chiffon. vie. On parle chiffon. On dit que c'est toujours les femmes, mais Bah là, non, c'est les mecs. là, mais vas-y, mets ton exactement, grain de sel. et on assume. Philippe Rossi est là, si on peut se permettre de le présenter, bien évidemment. Tout va bien, Philippe? Oui, ça va, parfait. Bon, et bien sûr, alors lui, il n'est pas noyé dans l'eau plate. Hein. Non, c'est vraiment autre chose. DJ Chabin. Ah ouais. Alors là, évidemment, c'est de circonstance puisque c'est l'hymne tunisien et on va évidemment évoquer ce qui s'est passé en Tunisie aujourd'hui. La Tunisie qui n'est pas à la fête. 2 attentats kamikazes aujourd'hui dans le centre de Tunis contre les forces de police. 1 mort, 8 blessés, dont des civils. Depuis la révolution, il y a 8 ans, plusieurs attentats revendiqués par Daesh ont déstabilisé le pays. La Tunisie, de l'espoir au désenchantement. Faut-il y voir donc la main de Daesh aujourd'hui alors que le pays est très fragilisé? Viendra-t-on un jour à bout du terrorisme? C'est la question parce que, évidemment, le terrorisme touche tous les pays, et y compris la France, vous le savez bien. Alors venez nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 300. Autre question que l'on va aborder dans les vraies voix aujourd'hui. Une taxe. Tiens! Oh! Non. Alors ça, oui. Non mais... je dois dire que les politiques français sont vraiment très forts parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'idées, eh bien ils nous sortent des taxes. Et donc là, on a peut-être une taxe pour sanctionner les vendeurs de logements gourmands en énergie. Voilà, c'est ce que prévoit en tout cas l'exécutif. Alors, le Premier ministre a fait une petite marche arrière, mais en fait une toute petite, parce qu'il veut remettre la première incessamment sous peu, donc c'est pas terminé. Le gouvernement a-t-il raison de taper une nouvelle fois sur les propriétaires? Oui, parce que les propriétaires, c'est quand même les vaches à lait du gouvernement, hein. C'est un peu comme les automobilistes. Là aussi, on vous attend évidemment pour en parler. Notre vraie voix du jour est déjà installée, elle est au frais. Elle est à l'ombre même, elle nous regarde, voilà. Une journaliste que j'aime beaucoup, Béatrice Houchard, pour son livre Le Tour de France et la France du Tour chez Calman Lévy. Elle sera avec nous tout à l'heure vers 17h30. Mais avant de débattre, évidemment, tour de table de l'actualité. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Ce que tu dis n'a aucun sens. Le tour de table de l'actualité. Alors un tour de table un peu exceptionnel. On rejoint Tunis, Camille qui est avec nous. Bonsoir Camille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors vous êtes donc française, touriste. Oui. En ce moment vous êtes donc à Tunis et vous étiez non loin de l'explosion avenue Bourguiba, c'est ça? C'est ça. Je suis arrivée dans le centre-ville de Tunis en taxi directement depuis l'aéroport en fin de matinée. Et en fait, au moment où je suis descendue du taxi pour rejoindre quelqu'un dans le centre de Tunis, j'ai vu un gros mouvement de panique, plein de personnes qui descendaient d'un tram et des mouvements de foule dans la rue. Et en fait, j'ai pas du tout compris ce qui se passait parce que, évidemment, étant à l'étranger, j'avais pas accès à l'actualité. Et c'est après, en fait, que j'ai compris, en discutant avec des gens sur place, qu'il y avait un attentat qui était en cours à quelques centaines de mètres, voilà. Ouais. Rétrospectivement, vous vous êtes dit, je l'ai échappé belle? En réalité, oui, parce que mon taxi a pris une route vraiment proche de celle sur laquelle a eu lieu l'attentat. Enfin, la voiture qui a explosé était vraiment pas loin. Et c'était à quelques centaines de mètres, donc c'était un peu stressant. Mais en même temps, le fait d'avoir rien vu, j'ai pas entendu l'explosion. La seule chose que j'ai vraiment vue, c'est des mouvements de foule et suivi de camions de pompiers, de camions de police en masse. Du coup, je me suis rendu compte que effectivement, je l'avais échappé belle. Et
sans être vraiment confronté à l'horreur de l'attentat en lui-même. Est-ce que vous ressentez, à l'heure qu'il est, une inquiétude dans la population ? Vous êtes peut-être ressorti un peu à l'extérieur. Je crois que vous vous êtes réfugié dans un hôtel, si mes informations sont bonnes, pendant quelques minutes. Est-ce qu'il y a une inquiétude dans la rue à Tunis à l'heure qu'il est ? Alors en fait, du coup, quand j'ai compris qu'il y avait donc l'attentat qui était en cours, et c'était avant qu'on apprenne qu'il y ait le deuxième, je suis effectivement allée dans un hôtel pour rester à l'abri parce que j'avais pas envie de rester dans la rue. Et en fait, en ressortant, on sent que les gens sont assez calmes, mais pour autant, il y a quand même pas mal de monde dans la rue. Ce qui contraste pas mal avec ce qu'on a pu voir, par exemple, à Paris pendant les attentats, où on voyait plus personne. Là, les gens continuent quand même ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est assez calme et on sent que les gens sont un peu déroutés. Est-ce que vous-même, vous êtes inquiète ? Forcément oui. Enfin là, je suis à peut-être 100 mètres de l'avenue de Bourguiba et je vais pas forcément y aller. Mais j'ai l'impression que la situation s'est stabilisée et que le dispositif il a été renforcé. Donc c'est assez rassurant et on attend de voir. Enfin, on va pas aller trop dans le centre-ville là, voilà. Mais les gens en fait sont très rassurants. Enfin vraiment, j'ai senti une grande solidarité. J'avais vraiment une allure de touriste parce que je sortais d'un taxi, donc j'avais ma valise, j'avais un sac, enfin voilà. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs Tunisiens qui sont venus m'aider, me proposer de téléphoner, parce que je devais rejoindre une personne. Et les gens sont très solidaires entre eux, ils sont très accueillants et c'est un côté rassurant. Merci beaucoup Camille d'avoir été en direct avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et bien sûr, prenez soin de vous si vous restez encore quelques jours à Tunis, bien évidemment. Philippe Binger, quand vous avez appris la nouvelle, vous vous êtes dit quoi ? Je me suis dit que malheureusement l'espoir qu'avait fait naître la Tunisie à une certaine époque, puisque c'était le seul pays dans le printemps arabe qui avait laissé espérer une forte embellie, est dégradé de plus en plus par l'odieux terrorisme. Mais je continue à croire en ce pays que j'aime beaucoup parce que j'ai eu des liens très forts là-bas. Et une petite amie ou non, un ancien ambassadeur très remarquable au demeurant. Et je ne sais pas. Alors le terrorisme, évidemment, frappe ce pays de plus en plus, et Maître Deveul nous en dira des mots. Oui, c'est notre invité, on en parlera dans quelques instants. Oui. Et donc, je suis, comment dirais-je, à la fois attristé et en même temps, tout de même, plein d'espérance parce que ce pays va s'en sortir. Ma chère Danielle Gilbert, est-ce que vous pensez à peu près la même chose que Philippe ? Parce que je crois que vous avez bien connu, vous connaissez bien ce pays. Je connais bien ce pays parce que mon compagnon était né là-bas, avait fait jusqu'à 18 ans, il est resté en Tunisie, il m'en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que c'est un pays extrêmement attachant. Les gens sont très attachants et c'est vrai qu'ils ont une forme ils sont paisibles quand même. Je comprends qu'il n'y ait pas eu... Il y a un self-control. Quand même. Oui, c'est ce que nous disait Camille il y a un instant, qui est là-bas à Tunis. Et en plus, Patrick, il était né au bout de l'avenue Bourguiba, dans un grand immeuble blanc, je me souviens, il m'avait montré. Et c'est vrai qu'il disait que dans son enfance et son adolescence, il y avait vraiment une entente entre tous qui était super, quoi. C'était... Mais on parle du terrorisme qui touche la Tunisie, mais c'est pareil chez nous, Oui, mais c'est pour ça qu'on pose justement la question, parce que ça peut très bien arriver à nouveau bien sûr, les en touristes France, qui à viennent. Paris, à Lyon, il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez, etc. Philippe David. Moi, je ne connais pas la Tunisie malheureusement, mais évidemment, on est touché au cœur quand on voit un énième attentat terroriste. En plus, en Tunisie, c'est pas le premier. Il y a eu le Bardo, il y avait eu Djerba aussi il y a quelques années, etc. Absolument. Le Bardo également, sur la plage à Djerba, qui avait fait beaucoup de morts. Et malheureusement, le terrorisme, encore une fois, on peut le dire, le terrorisme islamiste, encore une fois. Et malheureusement, comme alors, je disais, c'est pas encore revendiqué. Oui, enfin, je pense que là, il y a quand même une forte présomption de fait. Ça m'étonnerait que ce soit les Irlandais ou les Corses. En même temps. Oui, ça m'étonnerait que ce soit les Irlandais ou les Corses. Visiblement, oui. Donc, malheureusement, ça prouve aussi qu'il y a eu un terrible échec, celui des printemps arabes. Parce que regardez, aujourd'hui en Tunisie, il y a encore du terrorisme et on peut dire
que le pays n'est pas franchement une démocratie irréprochable. Regardez en Égypte, où on a carrément organisé un coup d'État militaire pour renverser Morsi, qui n'était pas un saint, soit dit en passant, après sa victoire démocratique aux élections. Alors après, c'est vrai que là aussi, dernièrement, ça se passe pas très bien du côté des pyramides. On est entièrement d'accord. Il y a des tentatives d'attentats, etc. Donc, on est entièrement d'accord. Et donc, c'est là. Contre les touristes. Là. Voilà, c'est là où je me dis, pour l'Égypte comme pour la Tunisie, le tourisme est une ressource vitale de leur économie. Et je me dis, quel échec, malheureusement, que les plateformes. La Libye à côté où rien n'est réglé. Ça fait 8 ans qu'on est intervenu. Merci Sarkozy, ça a été un immense succès. En plus, Christophe, un président tunisien très affaibli puisqu'il a eu un malaise. Alors, il a été hospitalisé, le président tunisien aujourd'hui. Il a eu un malaise. Critique. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un bruit qui court, mais qui n'est pas confirmé, comme quoi le président tunisien serait peut-être décédé. En tout cas, il s'est annoncé là-bas en Tunisie. Oui, c'est annoncé. En tout cas, on n'a pas l'information encore ici en France, mais évidemment, si c'est confirmé pendant les vraies voix, on n'hésitera pas évidemment à vous le dire et à vous tenir informé. Allez, on vous pose cette question dans les vraies voix sur Sud Radio. Double attentat kamikaze en Tunisie, faut-il y voir la main de Daesh? On se souvient évidemment des actes terroristes en France. Viendra-t-on un jour à bout du terrorisme? C'est la question. 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où nos auditeurs malheureusement n'y croient pas, n'y croient plus à 82%. Paul qui nous dit les doctrines mortifères prospèrent partout et malheureusement des fous sanguinaires sont toujours prêts à semer la mort et la terreur un peu partout. Et oui. Allez, on se retrouve dans un instant dans les vraies voix sur Sud Radio pour débattre. Si vous êtes d'ailleurs tunisien, d'origine tunisienne, vous vivez en France, vous êtes inquiet pour les proches, pour la famille qui est là-bas, vous pouvez nous appeler, on en parle ensemble, 0826 300 300, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Daniel Gilbert, Philippe Bilger, Philippe David et Philippe Rossi. On vous pose cette question, double attentat kamikaze en Tunisie, faut-il y voir la main de Daesh? On se souvient évidemment des actes terroristes en France. Viendra-t-on un jour au bout du terrorisme ou à bout du terrorisme? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où c'est toujours 84% de nos auditeurs qui répondent non à la question. Des auditeurs très pessimistes, non, on ne viendra pas à bout du terrorisme. Et on vous le disait il y a quelques instants, il y a cette rumeur qui court dans les rues de Tunis sur la condition du président de la République qui, en parallèle de ces attaques, ça n'a rien à voir, a eu un malaise, a été hospitalisé. Le bruit court ou a couru en tout cas qu'il serait décédé et à l'instant un conseiller du président dément cette information en disant que son état est stable pour le moment, donc on verra bien l'évolution des choses. Maître Philippe Deveul, bonsoir. Bonsoir. Vous défendez plusieurs victimes françaises des attentats du musée du Bardo près de Tunis. Tout d'abord, avant de revenir sur ces attentats, les conséquences que ça a eu, etc., parce qu'on va évidemment l'évoquer, quelle est votre analyse des attaques qui ont frappé Tunis aujourd'hui ? Écoutez, ce double attentat n'est pas revendiqué. Et l'attentat touche les forces de police, ce qui correspond à cette lutte intestine de l'islam politique à vouloir mettre la pression et infiltrer les institutions en Tunisie. Et d'attaquer directement les forces de police qui résisteraient à cette poussée islamiste en Tunisie et qui sera, à mon avis, ce double attentat qui sera revendiqué peut-être dans quelques heures ou demain. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais parce qu'il y a un parti islamiste en Tunisie qui s'appelle Ennahda. J'ai une pensée attristée quand même pour les victimes et la famille des victimes. Bien sûr. Premièrement, oui. Bon, donc il y a un parti ouvertement islamiste qui s'appelle Ennahda. Le parti Ennahda, dont les dirigeants ont été reçus en grande pompe au mois de mai par le gouvernement, le Parlement et des membres du gouvernement français. Ah bon ? En grande pompe ? En grande pompe, officiellement. Mais Ennahda est au pouvoir. Et oui, non, il n'est plus au pouvoir. Il a été au départ avec la Troïka, il était au pouvoir. Quand Ennahda, donc il y a eu une adhésion à un moment quand même. Une adhésion démocratique à ce parti islamiste. Donc, mais c'est un parti quand même ambigu et très dangereux, dans le sens que leur président, M. Ranouchi, fait l'apologie du terrorisme en disant qu'un terroriste, c'est un musulman en colère. C'est-à-dire qu'on dédouane l'acte terroriste, alors qu'il faut le condamner fermement et complètement, ce que devrait faire la France et qui ne joue pas le jeu, qui tergiverse un jour sur l'autre en disant il y a de la démocratie, il y a des acquis, puis un autre jour, on reçoit évidemment des islamistes, des partis islamistes en France. Alors il y a Ennahda et puis il y a des cellules dormantes aussi. Bien sûr, de Daesh, mais je reviendrai
reviendrai sur les détails de l'affaire du Bardo. On va en parler dans un instant. Voilà. Mais il y a aussi donc des cellules dormantes de Daesh. On sait que la Libye n'est pas très loin et que la Libye est aussi un fournisseur quelque part de terroristes potentiels, etc. Tout à fait. Des Tunisiens qui sont partis se battre en Syrie et qui sont revenus. On appelle ça les revenants. Et d'ailleurs, il faudra savoir si l'enquête indique si les terroristes sont des revenants des conflits en Syrie ou en Irak. Et de parler, d'arrêter de se voiler la face vis-à-vis de ce véritable problème, que le risque zéro n'existe pas. Mais la Tunisie est particulièrement exposée géographiquement, pour commencer, c'est ça la réalité. Tout à fait. Mais il y a un manque de prise de responsabilité de la part du gouvernement tunisien et de la part du gouvernement français. Parce que si on avait une fermeté concrète vis-à-vis de l'islam politique, on pourrait peut-être endiguer le risque d'attentat. Et là, il y a un coup de mou quand on laisse faire. Il y a un coup de mou, on laisse faire. Alors évidemment, on est toujours très concerné par l'attentat. Il y a toujours des effets d'annonce. On fait les lâchers de ballons, les bougies, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on va régler le problème du terrorisme islamiste. Allez, vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Il y a Karim qui nous appelle de Carcassonne. Bonsoir Karim. Oula, on vous entend pas bien Karim. Allô Karim, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous m'entendez là ? Ah, je vous entends un petit peu mieux, oui Karim. Bonsoir Karim. Parce que je conduis. Bonsoir. Soyez prudent, pas d'imprudence au volant. Ah, mais il n'y a pas de souci, Bon. Alors, on va retourner très vite pour la Tunisie. La Tunisie, elle vient de mettre bien les pieds sur les rails, comme on dit, au niveau touriste, etc. Et ce coup de théâtre, là, à mon avis, tout le monde le sait pourquoi. Dès qu'il va faire beau, dès que la Tunisie a repris les choses bien en main, et enfin, il y a quelque chose qui arrive d'un coup. Alors il faut qu'on s'en arrête. Comment on dit, l'harcèlement. L'harcèlement des autres pays voisins, à mon avis, ça joue bien leur rôle aujourd'hui. Oui, ce que vous êtes en train de dire, en gros, c'est que la Tunisie, ça allait un petit peu mieux sur certains points, et en particulier, bon, il y a plein de points économiques, on va y revenir, où c'est pas terrible du tout, il faut quand même le dire, mais en tout cas, il y avait un point qui redémarrait effectivement, c'était le tourisme. Puisque là, par exemple, pour l'été juillet-août qui arrive, on avait une augmentation de 23% du nombre de touristes français. Ça, c'est ce que vous avez entendu, mais on est pratiquement plein, Bon, voilà, donc ça marchait très bien. On est affiché complet. C'était reparti. Et là, ce que vous dites, comme par hasard, au moment où ça repart un petit peu, eh bien voilà, une attaque pour nous déstabiliser. Exact. Alors moi, j'invite les Français et les Françaises, les amoureux de Tunis, ils ne vont pas faire un marche arrière, ni un pas en arrière, ni d'annulation de vol, ni rien du tout. Tout calmos, il n'y a absolument rien du tout. Karim, vous êtes d'où en Tunisie, vous ? Moi, je suis de Kérouan. Je suis d'origine de Kérouan. D'accord. Bon, vous êtes inquiet ou pas pour vos amis, votre famille ? Honnêtement, non. Pas du tout, non. Bon, voilà. Mais non, mais Karim, il se veut rassurant. Il a raison. Il faut aussi montrer qu'on n'a pas peur des terroristes. Donc, je le comprends. Merci, Karim. Merci, Karim, d'avoir appelé les vraies voix sur Sud Radio. On vous embrasse. À bientôt. Bon, on a entendu Karim, Philippe Deveul. À votre avis, tous ces touristes français qui ont prévu d'aller cet été en Tunisie pour profiter du bon temps, est-ce qu'il faut qu'ils annulent leur réservation ou bien est-ce qu'il faut y aller pour bien montrer qu'on n'a pas peur ? Le risque zéro n'existe pas, même en y compris France, ici, oui. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'après les attentats du Bardo, j'avais écrit une note à membres du gouvernement en disant s'il n'était pas raisonnable d'interdire ou de limiter le tourisme en Tunisie à la suite de l'attentat du Bardo, puis à la veille de ces grandes vacances. En même temps, il faut bien aider la Tunisie à redémarrer. D'accord, mais suite à ce mot, j'ai jamais eu On a un lien charnel presque avec la Tunisie. Il faudra dire expliquer ça aux 38 ayants droit des 38 victimes qui sont mortes 4 jours après mon message sur la plage de Sousse. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact des attentats
sur les personnes. Alors on meurt, c'est une chose, mais celles qui reviennent blessées et qui perdent un être cher là-bas, c'est un cauchemar, c'est un enfer. Pendant que je vous parle, j'ai une cliente, Nadine Huissier, qui est dans un désespoir total, qui a perdu son compagnon, sa vie a été bouleversée. Donc il faut comprendre des conséquences très graves. On va continuer évidemment de débattre de tout ça. Maître Philippe Deveul, vous restez avec nous. On vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Double attentat kamikaze en Tunisie, faut-il y voir la main de Daesh? On se souvient évidemment des actes terroristes en France. Viendra-t-on à bout un jour du terrorisme? On vous attend, 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et Twitter, le compte Twitter de Sud Radio où la réponse est toujours non à 84%. Beaucoup de commentaires également. Oui, on en viendra à bout à une seule condition, qu'on s'en donne les moyens. Et puis Laura qui nous dit le terrorisme, c'est le nom qu'on donne à la guerre quand on veut faire croire à son pays qu'on vit en paix. Alors espérer que la guerre cesserait un jour, c'est une étonnante naïveté. Évidemment, évidemment. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Si vous êtes tunisien ou d'origine comme Karim, tiens, qu'on a entendu il y a quelques instants, vous souhaitez évidemment témoigner, n'hésitez pas. Samir, tiens, est arrivé au standard 0826 300 300, on l'entendra dans quelques instants. Limite des stocks disponibles. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec donc cette question, double attentat kamikaze en Tunisie. On se souvient évidemment des actes terroristes en France. Viendra-t-on un jour à bout du terrorisme? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où c'est toujours une écrasante majorité. Nos auditeurs qui répondent non à la question et puis le non qui augmente. On passe de 82 à 87% maintenant des auditeurs de Sud Radio qui n'y croient pas. C'est vrai qu'on aimerait tellement y croire, mais ça semble... on ne peut pas y croire. On peut pas. Exactement. Un mort et 8 blessés, je le rappelle donc ce matin à Tunis. Vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300 avant de retrouver Maître Philippe Deveul qui est toujours avec nous. Samir du Val d'Oise est avec nous. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir. Alors Samir, vous êtes tunisien, vous Non, je suis d'origine marocaine, mais je, par mon travail, je me déplace assez souvent. Je me déplacer en Tunisie et dans d'autres pays. Oui. Donc par rapport à ce qui... Ça vous a étonné, le double attentat de ce matin? Vous vous y attendiez? On ne s'attendait pas, mais bon, en général, si on prend un peu de recul, dès qu'il y a des élections ou une politique qui est remise en cause, automatiquement, il y a des attentats qui sont mis en place. Donc, c'est un peu la confusion. Et je crois pas, moi, ou on va dire aux attentats directs, parce qu'en général, un attentat, pour moi, il est effectué soit par un dérangé, soit par un malade, parce que le malade, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Donc, automatiquement, il est dérangé. Il y a aussi des attentats politiques, clairement. Mais on va pas, tout à fait, mais bon, après, ces attentats politiques, elles sont connues depuis longtemps, et puis après, ça reste des opérations dans l'ombre. Ce qu'il faut comprendre. Moi, je parle pour la France, d'accord? Ici, on est quand même concerné. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'en France, on ne mettra pas en avant l'unité nationale, c'est-à-dire de reconnaître en tant que tel, quel que soit l'individu français, sur la voie de l'évolution française, on n'y arrivera pas. À chaque fois qu'il y a une cause, vous savez, alors, si j'ai bien compris ce que vous dites, parce que le téléphone n'est pas toujours de très bonne qualité, ça avait bien commencé, et puis ça s'est dégradé, mais c'est pas de votre faute. C'est sûrement votre opérateur qui est un peu... Puis c'est la canicule. Les antennes sont en train de fondre, je vous rappelle. On est en France quand même. Bon, c'est un peu comme les rails de chemin de fer, voyez-vous. Ça se dilate. Alors, non, mais juste une chose. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est que il y aura des attentats encore en France un jour. Parce que tout le monde, dites-moi si je me trompe, si j'ai bien compris ou pas, parce que tout le monde n'est pas au même niveau dans ce pays, et vous pensez évidemment, j'imagine, aux musulmans. Complètement, parce que je veux dire quelque chose de très fin. Non mais Daesh, quand Daesh a agi en France, c'était pas autour de ça. Non, mais aujourd'hui, vous savez, que ce soit Daesh ou d'autres, à partir du moment où on arrive à prendre dans ses bras, si je puis dire, des gens qui sont plus ou moins paumés et dérangés dans leur tête, on en fait ce qu'on veut. Ah ben ça, je suis d'accord avec vous. Alors ça, on les manipule comme on veut. Je suis bien d'accord. Voilà. Et c'est ce qui se passe, parce que, vous savez, aujourd'hui, moi je pense qu'on a eu, avec les attentats en France, je crois, on a eu beaucoup de chance. Beaucoup. Par la DGSE, enfin par les renseignements généraux. Oui, qui travaillent. On a quand même des polices. Mais ce qu'il faut comprendre, on a vraiment beaucoup. Je ne sais pas si on est conscient de ce qui s'est passé, hormis bien sûr les décès qu'il y a pu y avoir.
on a eu beaucoup de chance et je pense que je pense qu'il faut faire confiance à tous les Français de porter ne serait-ce qu'une information d'une personne qui est dérangée. Je ne sais plus quelle radio j'avais écouté que une personne un docteur qui avait intervenu, notamment concernant les prisons françaises, en indiquant clairement qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire en prison, il faut les emmener. Alors ça, non mais Samir, vous mettez le doigt sur un sujet qui est très intéressant, qui évidemment est annexe à tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Mais effectivement, aujourd'hui, en prison, on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques, qui ne sont pas pris en charge parce que les prisons n'ont pas les moyens de prendre ces gens-là en charge, et que ces gens-là devraient être soignés, effectivement, dans des hôpitaux fermés, par exemple, sauf qu'il n'y a pas assez de place. Enfin bref, effectivement, aujourd'hui, en prison, en France, il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Alors, Philippe Binger. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec notre auditeur, je n'exagérerai pas l'importance des demeurés, des déséquilibrés. Je crois qu'il y a d'abord des desseins politiques derrière ces attentats, mais pour répondre à la question de Sud Radio, évidemment, on n'arrêtera jamais le terrorisme. D'abord parce qu'on n'arrivera jamais à abolir les raisons politiques qui font, et d'autre part, il y a la malfaisance humaine. Ouais. Et puis, Marwan, oui, excusez-moi, Daniel. Marwan de Béziers est avec nous au 0826 300 300. Marwan, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais juste ajouter quelque chose, en fait. Bonjour. Bonjour, allez-y, je vous en prie. Moi, c'est que mon père travaille dans la force intérieure. Et en Tunisie? Ouais. J'étais en contact avec lui par téléphone, d'après ce qui s'est passé. Oui. C'est des trucs, franchement, que ça blesse. Pourquoi? C'est parce que ça touche l'économie tunisienne. Parce que nous, on a le tourisme comme une première source de l'économie, quoi. Ah oui. Tout ce que j'entends le collègue ce qu'il vient de dire, c'est que le terrorisme, moi je donne mon point de vue, c'est tout ce qui est anti-évolution. Dû que le pays part dans le bon chemin, et qu'il essaie de s'en sortir, qu'il suit l'évolution, la modernité et tout ça, il y en a des gens qui sortent de partout pour qu'on vive à l'époque, c'est-à-dire à l'âge de pierre. Qu'on revienne en arrière, oui. Voilà, on revient en arrière. C'est dommage parce que les Tunisiens, ou soit les Maghrébins, il y en a des gens, il y en a des médecins, il y en a des ingénieurs, il y en a des bons... oui, comme partout. Exactement, mais il y en a qui veulent mettre le pays à genoux et que ça reste un pays islamique, radical, et voilà. Et c'est pas ce que vous voulez. Et c'est pas ce que vous voulez. Pardon? Et c'est pas ce que vous voulez. Non, c'est pas ce qu'on veut. C'est parce qu'on a grandi dans un environnement. On était avec Ben Ali à l'époque. On n'a jamais entendu quoi que ce soit. On parlait pas des attentats, on parlait pas des extrémistes ni quoi que ce soit. Après, la chute de Ben Ali, ils ont sorti et c'est ça qui dérange aujourd'hui. Merci Marwan d'avoir appelé les vraies voix sur Sud Radio. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que la situation économique, au-delà du tourisme, n'est pas bonne, puisque je le disais tout à l'heure, 30% de chômage chez les jeunes dans certains quartiers. Donc effectivement, ça c'est une population qui est facile à aller recruter pour les djihadistes et les terroristes. C'est pas très compliqué, elle ne fait rien de la journée, etc. On peut lui promettre la lune. Et puis comme ça, on embrigade évidemment les gens. La monnaie qui s'est écroulée depuis la Révolution, effectivement. Donc la situation économique n'est pas bonne, même si le tourisme, effectivement, repart. Vous vouliez dire un mot, Daniel? Oui, je voulais dire qu'il faut aussi parler d'Internet. Parce que Internet a permis justement au terrorisme et aux terroristes de se connecter, de devenir une force aussi. Faut quand même faut pas l'oublier. Et quand il y a eu les tours de New York, ils avaient appris à piloter sur Internet. Internet, c'est quand même un moyen fabuleux de communiquer, mais c'est l'international du terrorisme un petit peu, oui. Maître Philippe Deveul, qui est toujours avec nous. Alors vous défendez donc des victimes françaises de l'attentat du Bardo. On en est où aujourd'hui dans cette affaire, concrètement? Alors, il y a un appel qui a été interjeté par le parquet compte tenu du ridicule des peines qui ont été infligées à ceux qui ont pu se présenter dans le box des accusés. Il faut savoir que je dénonce depuis des années maintenant la complicité d'Enarda, des islamistes dans la justice tunisienne qui avaient libéré 6 présumés complices terroristes au motif qu'ils avaient
été torturé. Or, les tortures n'ont jamais été avérées. Autre chose, il y a une affaire qui arrive le 20 septembre à la cour d'appel de Versailles, dont je m'occupe, concernant un fonctionnaire des forces de l'ordre, M. Ekelekil, qui donne des informations sur la manifestation de la vérité de l'attentat du Bardo. Ce fonctionnaire de police a demandé l'asile politique à l'OPFRA, qui lui a refusé. J'ai fait appel de cette décision et je vais plaider contre l'extradition qui est demandée par la justice tunisienne. C'est-à-dire que ce fonctionnaire de police qui donne des informations en faveur de la manifestation de la vérité risque de retourner en Tunisie, risque d'être condamné. Risque sa peau, quoi. Risque sa peau, et ça se passe sous nos yeux. Je veux dire, c'est là tous les jours. Je veux dire, si on veut lutter véritablement contre l'islam politique et le terrorisme, il faut protéger ces gens-là. Je veux dire, moi, j'utilise le droit, mais c'est à la politique de protéger ces gens-là. D'autant que cet homme m'a donné des informations accablantes vis-à-vis de la Tunisie, car la Tunisie était au courant des attentats qui allaient se passer au Bardo. J'ai une pièce officielle qui le prouve. Ah, vous avez une pièce officielle qui le prouve. Et la France était au courant de ce qui allait se passer ou pas? La France, j'ai tenu toujours au courant. J'étais en contact avec le ministère de l'Intérieur, compte tenu des menaces que je recevais. Et d'ailleurs, M. Castaner a suspendu toutes les mesures de sécurité me concernant. Et maintenant, les menaces arrivent sur ma mère. C'est-à-dire que ma mère reçoit des coups de téléphone pour la géolocaliser sur son téléphone. Je veux que ce soit public, parce que je veux faire comprendre que le gouvernement n'en a que faire de l'islam politique. Il fait des effets d'annonce, mais sur le terrain, il ne fait rien. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Deveul, d'être venu dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, évidemment. On vous pose cette question. Double attentat kamikaze en Tunisie. On se souvient évidemment des actes terroristes en France. Viendra-t-on un jour à bout du terrorisme? Résultat sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, score final sur Twitter et nos auditeurs à 83% ne croient pas à la fin du terrorisme. Notre vraie voix du jour est journaliste, devenue journaliste pour suivre le Tour de France. Elle a finalement couvert 6 campagnes présidentielles. Ça s'appelle d'ailleurs parcourir la France en long, en large et en travers, avec les candidats auteurs de Faut-il arrêter le Tour de France, Le fait du prince. La voici avec un nouveau livre, Le Tour de France et la France du Tour, chez Kalman Levy. Béatrice Houchard, bonsoir. Bonsoir. Et merci, bonsoir Christophe. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On ne vous a pas entendu sur Sud Radio depuis longtemps. On est ravis de vous retrouver, bien évidemment. Alors, racontez-nous, dans ce livre, vous liez le Tour de France et l'actualité politique qui ne s'arrête pas. Quelques exemples dans l'actualité des mois de juillet, le traité de Versailles, les accords de Genève, le retour de De Gaulle en 58. Enfin bref, les exemples ne manquent pas. Oui, en fait, l'idée, c'était de faire un livre sur le Tour de France. Ce sont, en fait, cette année, les 100 ans du maillot jaune. Donc, le prétexte, c'était ça. Enfin, on est parti avec Kalman Levy de l'idée des 100 ans du maillot jaune, en disant, on va essayer de faire autre chose que de parler seulement de vélo, même si c'est, comme vous le rappelez, ma vraie passion, d'enfance et la cause de ma vocation journalistique. Et donc, je me suis replongé dans l'actualité de ces années-là et de montrer aussi l'évolution de la France. Et c'est passionnant. Alors, je parle non pas du début du Tour de France qui a été créé en 1903, mais de 1919 à cause de cet anniversaire du maillot jaune. Effectivement, le Tour de France part. Oui, il fallait un maillot jaune pour qu'on sache qui était le premier. Quelques heures avant la signature du traité de Versailles. Et se dire que le Tour de France, moins d'un an après le 11 novembre 1918, peut repartir dans l'état dans lequel était la France, dans l'état dans lequel étaient les routes, après ce qui s'était passé, et aille dans le nord et dans l'est. C'était une manière de dire, ça y est, cette fois-ci, on est sorti de l'enfer, on ne savait pas qu'il allait pas tarder à revenir, on ne voulait pas le savoir. Et donc voilà, la vie reprend puisque le Tour de France arrive, et en plus le Tour de France va en Alsace. Dès 1919, et symboliquement c'était important, c'était comme si la vraie armée de libération, en fait, c'était le Tour de France arrivant à Strasbourg en juillet 1919. Alors vous qui aimez tant la politique, qui faites ce lien avec le Tour de France, évidemment, il n'y a pas un président qui oublie d'aller sur le Tour. Alors oui et non, parce qu'en fait, aller sur le Tour, c'est assez récent. Le général de Gaulle, il y a cette anecdote célèbre où il est dans la foule à Colombey les Deux Églises en 1960. Le directeur de la course, Jacques Godet, apprend que de Gaulle est là avec son épouse et se dit il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, il faut se remettre, 1960, c'est vieux, mais c'est quand même très proche de la fin de la guerre. Donc, au-delà du président de la République, c'est
c'est l'homme du 18 juin. C'est l'homme qui est déjà dans les livres d'histoire avant même d'être entré à l'Élysée. Donc le directeur de la course décide, chose qui n'était jamais arrivée et qui n'arrivera plus jamais, de s'arrêter pour saluer quelqu'un. C'est arrivé que le Tour s'arrête parce qu'il y avait des manifs d'agriculteurs ou des manifs de sidérurgistes à Denain ou des choses comme ça, ou des grèves des coureurs. Déjà à l'époque. Quelques-unes, quelques grèves de coureurs. Mais c'est la seule fois que le Tour s'est arrêté pour saluer quelqu'un. Donc tout le monde s'arrête, les coureurs enlèvent leurs casquettes. Certains coureurs étrangers comprennent pas bien et pensent que le président de la France est mort. Donc pour leur expliquer que non seulement il n'est pas mort, mais il est là. Et donc De Gaulle vient saluer le Tour arrive 2 jours après, je crois, ou 2 jours ou 3 jours après. Donc De Gaulle vient saluer le champion de France, Henri Anglade, qui a son maillot bleu, blanc, rouge. Donc ça, De Gaulle, il reconnaît tout de suite que c'est quelqu'un d'important. Et puis le maillot jaune, qui est Gastone Noncini, l'Italien, qui va gagner le Tour, effectivement, quelques jours après. Et il leur dit, messieurs, bon courage jusqu'à Paris. Et voilà. Si on continue rapidement, Pompidou, il n'a pas eu beaucoup de temps, il n'est pas allé sur le Tour de France. Valéry Giscard d'Estaing ne va pas sur le Tour de France, contrairement à ce qu'on lit parfois. Il est allé après, mais il prend une décision essentielle. C'est lui qui dit d'accord pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. Parce que l'idée était dans l'air depuis plusieurs années. Parce qu'avant, le Tour, il arrivait où? Alors, jusqu'en 1967, il arrivait au Parc des Princes, qui avait à l'époque un vélodrome. Le Parc des Princes, l'ancien Parc des Princes est détruit après le lendemain de l'arrivée du Tour 67. Le Parc des Princes ancien est détruit. Le Tour arrive ensuite à Vincennes, à la Cipale. Les victoires d'Eddy Merckx, par exemple, c'est à la Cipale à Vincennes. Et c'est notre confrère Yves Mourouzi qui présentait, vous vous rappelez, le journal de 13h, la première chaîne. Les plus jeunes se rappellent. Voilà, les plus jeunes se rappellent. Et donc Mourouzi prend à cette idée de faire arriver le Tour sur les Champs-Élysées. La préfecture de police renacle un peu. Il faut quand même bloquer la circulation toute la journée. Maintenant, c'est tout le temps que la circulation est bloquée, mais c'est pas exprès. Mais il y a des travaux. Il y a des petits travaux. Oui, il y a des petits travaux. Et donc, c'est un coureur espagnol qui s'appelle Hidalgo qui a tout voilà, bouché. c'est ça. Donc il avait le maillot jaune. Et donc, il a eu une fille et maintenant on se la tape. On va s'en parler, évidemment. Comme vous voulez, Christophe. Et donc Yves Mourouzi va voir Valéry Giscard d'Estaing qui lui dit c'est une formidable idée et comme en France quand le président veut on peut faire absolument. Et donc, le roi. Et donc on décide qu'effectivement c'est lui qui donne le feu vert. Mais le premier président qui va suivre une étape dans la voiture du directeur de la course, c'est Nicolas Sarkozy, qui est incontestablement un vrai fan de Tour de France. D'ailleurs, dans son bouquin sorti ce matin, page 9, il parle déjà du Tour de France. Passion au pluriel. Il y a déjà une allusion au Tour de France dès les premières pages, et c'est vrai que c'est une de ses passions. Et ensuite, tout le monde a continué. François Hollande a suivi une étape. Emmanuel Macron, il y a 2 ans. L'année dernière, non. Cette année, ils sont en train de... Mitterrand, jamais. Alors Mitterrand, il aimait le cyclisme sur piste. Avant la guerre, il allait beaucoup au Veldiv voir les 6 jours. Il aimait beaucoup les courses sur piste, un peu moins les courses sur route. Non, parce que ça c'était avant la guerre. Mais alors vous ne croyez pas si bien dire. Il y a dans le bouquin une des phrases assez glaçantes de François Mitterrand écrites après la guerre où il regrette le Veldiv des 6 jours. Et des phrases écrites dans les années 70, début des années 80, et où il n'y a pas un mot sur le Veldiv et ce qui s'est passé. Sûr, quand on connaît le lien avec René Bousquet, c'est vrai que c'est un peu glaçant. Béatrice Houchard pour le livre Le Tour de France et la France du Tour chez Kalman Levy. Alors, Béatrice, vous êtes journaliste, vous aimez la politique, mais vous aimez l'actualité au sens large, je le sais. On va jouer ensemble au roi, ou plutôt, là pour le coup, à la reine de l'info. Bon, alors le principe est simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne. Et là où le plus rapide autour de la table, bien sûr, remporte notre trophée, un magnifique trophée, puisque c'est la couronne des rois de l'info, mais elle est virtuelle. Donc elle pèse pas trop lourd, quoi. Allez, on y va, Philippe Rossi. Allez, Nicolas Sarkozy, vous en parliez à l'instant, est de retour en librairie avec passion son autobiographie. Et il a des mots pour François Fillon, qu'a écrit le chef de l'État à propos de son ancien ministre. 3 propositions, Béatrice. J'ai toujours eu de l'estime pour François Fillon. Il a écrit « François Fillon peut être cassant et rancunier » ou bien « François Fillon m'a toujours détesté ». Béatrice Houchard. Il a dit des choses plus intéressantes que ces 3-là. J'en avais une en tête, mais c'est pas celle-là. Je sais pas la deuxième. Non, je pense que la deuxième. C'est vrai qu'il a dit plusieurs choses. Il dit surtout une phrase, je croyais le connaître. C'est une phrase qui est dans le Cornio. Vous savez, à la fin, Bourvil dit ça de Louis de Funès, qui l'a embarqué dans ses aventures-là. Je croyais le connaître. Il n'a pas dit que c'était le Yukun-kun des Républicains. Non, ça c'est dans le tome 2. On avance. Allez, deuxième info, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, a dit être abasourdie par l'attitude de Brigitte Barège, maire LR de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Pourquoi ? Elle a dit non à l'installation en urgence de climatisation dans 2 écoles de sa ville. Madame la maire, sur son compte Twitter, a comparé Buzyn à Pol Pot pour sa gestion de la grève des urgences. Ou bien, en pleine canicule, la maire de Montauban a refusé une salle fraîche aux sans-abri. 3. Oui. Bravo.
Bravo Béatrice. Allez, une petite info Tour de France pour finir. Très facile, hein, vous l'avez dit, il me semble tout à l'heure. Tout le monde joue. Hein. Quel âge a le Tour de France? 95 ans, 100 ans tout rond ou bien 106 ans? 106 ans. Oui. Quel talent. Oui, 106 puisque donc... Bah oui, non, 1903. 116. Non, c'est pas ça. 116. Non, c'est le 106e. C'est le 106e tour, mais il y a eu les interruptions. C'est le 106e Tour de France. 106e tour. Et c'est Daniel qui a donné la bonne réponse. Oh, mais j'ai souvent suivi. Il faut dire qu'elle n'est pas très loin des 106 ans. Mais bon, ça peut arriver. Hein. Elle est en pleine forme. Monsieur Christophe, vous savez ce que je bien dis. conservée. Hein. Elle est hyper bien conservée. Ah oui. Oui. Ça, c'est la glace. Oui, elle se met dans son congélateur quand elle arrive chez elle. Ça vous rappelle pas un film? Hibernatus. Voilà, c'est Hibernatus qui est avec nous. Encore Louis Elle Funès, s'appelle Edmé. Vous avez vu? Je suis maso. Mais non, on l'embrasse, on l'adore, Daniel. Oui, je vois ça. Dites-moi à propos du... Bon, rapidement. Oh, bah oui, mais à propos du maillot jaune... Non, mais on en reparlera après. And the winner is. Mais oui, and the winner is, c'est Béatrice Houchard qu'on retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.